de la première partie de la conférence. Donc on aura le plaisir d'entendre, pour commencer, Madame Jocelyne Césari, qui est la directrice, qui est une directrice de recherche au Centre national de recherche scientifique, situé à Paris, et précisément le groupe de recherche sur les religions et la laïcité. Elle va nous entretenir d'une comparaison entre la situation de l'installation de l'islam et des pratiques culturelles musulmanes en Europe et au nord de l'Amérique. Je vous remercie pour votre attention et je passe tout de suite la parole à Jocelyne Césari. Je voudrais demander de put off le mobile téléphone. Oui. Donc, fermez s'il vous plaît votre téléphone portable. Los teléfonos móviles, por favor, durante las conferencias manténganlos apagados. Bonjour, merci à Monsieur le Président de l'Association de la Mosquée de Grenade pour nous accueillir ici. Merci à notre collègue Enrique Lozano pour aussi avoir participé à l'organisation de ce symposium. Merci à notre collègue aussi, Altay Mansou, qui gère le programme sur culte et cohésion sociale en Europe. Encore merci à la représentante de la municipalité de Grenade et au recteur de l'université de Grenade. Alors, vu qu'on a pris beaucoup de retard, et merci à vous, mesdames et messieurs, d'être présents, bien évidemment. Comme on a pris beaucoup de retard, je vais donc essayer de comprimer dans beaucoup moins de temps ce que je voulais vous dire. Alors, prenez patience avec moi parce que je vais couvrir 2 continents, 2 cultures, 2 genres de populations musulmanes assez différentes en peu de temps. Donc, patience et attention. Je voudrais commencer d'emblée en disant que nous sommes avec la question de l'islam et de la laïcité au cœur du débat politique aujourd'hui en Europe. Ce n'est pas le débat politique aux États-Unis et j'y reviendrai. Aujourd'hui, questions et doutes ne cessent de s'exprimer quant à la légitimité de l'islam à s'installer dans l'espace européen, souvent qualifié d'espace sans Dieu. Doucement, oui. Et on présente souvent l'islam aux antipodes du principe de sécularisation qui serait, je dis bien serait, un apanage de l'Occident. Il est vrai que c'est dans l'espace européen que le principe de liberté religieuse s'est progressivement affirmé dans le sang et dans les larmes. Nous n'oublions pas quand même que pour arriver à la reconnaissance de cette liberté religieuse, il a fallu beaucoup de guerres de religion, beaucoup de massacres et beaucoup de répression. Je voudrais dire que la sécularisation et ce processus de différenciation progressive des sphères politiques et religieuses, et c'est l'un des principes fondamentaux de la démocratie en Europe et aux États-Unis. Il n'y a pas de démocratie s'il n'y a pas de différenciation du politique et du religieux. Encore une fois, je ne parle pas de séparation, je parle de différenciation et ça n'est pas la même chose. À quoi correspond cette différenciation? Cette différenciation correspond, dans la plupart des cas, à l'indépendance des organisations religieuses. Les organisations religieuses se voient dotées, se voient reconnues comme organisations indépendantes, c'est-à-dire gérant leur propre recrutement, leurs propres finances, leur propre théologie. C'est aussi la reconnaissance de la liberté religieuse pour tous les citoyens. Quelle que soit votre appartenance religieuse, vous êtes habilité, vous avez le droit de l'exprimer sans être opprimé ou discriminé. Et ça aussi, ce sont des avancées, ça a l'air évident quand on vit en Europe depuis des décennies ou des siècles, ça a l'air évident. Ça ne l'est pas, et ça ne l'a pas été, y compris en Europe, je viens de le dire. L'histoire européenne de cette différenciation
est beaucoup plus complexe et conflictuelle que l'histoire américaine. Pourquoi ? Parce que le système social européen a été caractérisé par une homothétie entre les fonctions de l'État et les fonctions d'une Église dominante. Il y a en Europe un schéma historique très lourd, qui pèse très lourd, qui est la relation dominante et privilégiée entre l'État et une Église majoritaire. Système inconnu de la pensée américaine. N'oubliez jamais que les États-Unis ont été fondés par des migrants qui quittaient l'Europe parce qu'ils étaient persécutés religieusement et qu'ils ont mis toute leur volonté et leur énergie à séparer, disestablishment, ils appellent ça, l'État des religions. Même si historiquement on peut trouver une affinité plus puissante entre la fondation de l'État américain, de la République américaine et les white anglo-saxons protestants, les WASP, comme on dit. Donc je vais dans un premier temps essayer de vous montrer que ce processus de sécularisation va prendre des formes différentes en Europe et aux États-Unis et de vous présenter le cas de l'islam qui arrive et s'installe dans ces espaces. La deuxième partie de ma présentation va porter sur un autre aspect qu'on tend à confondre souvent avec la sécularisation et que j'ai plutôt tendance à appeler le sécularisme et qui est l'idéologie qui accompagne ce processus de différenciation. L'idéologie est aussi le changement dans les pratiques sociales, parce que la sécularisation représente davantage que la séparation fonctionnelle du politique et du religieux. Elle désigne aussi et surtout, particulièrement en Europe, le déclin de l'influence sociale du religieux. Et en Europe, ce terme de sécularisation remplit des fonctions idéologiques. Et je crois qu'avec l'affaire du foulard en France, que j'expliquerai, nous y sommes en plein. Donc je veux bien que vous compreniez qu'il y a un processus de différenciation du politique et du religieux, accompagné d'une sortie du religieux dans l'espace social, qui est enrobé, j'allais dire, dans une idéologie, dans la vision que cette sortie du religieux, c'est la modernité, c'est positif, et c'est comme ça que doit évoluer l'humanité. Et c'est là où il y a une particularité de l'Europe, encore plus que des États-Unis. Et j'allais dire que le processus de sécularisation en tant que séparation du politique et du religieux, aujourd'hui affecte le monde entier, pas uniquement l'Europe et les États-Unis, y compris dans les pays musulmans. Il y a une différenciation du politique et du religieux. Ça ne veut pas dire que partout la liberté d'expression religieuse en monde musulman soit préservée, bien au contraire. Mais le processus de sécularisation existe et simplement il n'est pas accompagné toujours d'un déclin des références sociales, des références religieuses dans le social, et surtout il n'est pas accompagné de cette idéologie qu'on peut appeler le sécularisme. Et c'est là où l'incompréhension souvent apparaît et qu'on entend beaucoup cette vision que il y aurait une sorte d'impossibilité pour l'islam de séparer la politique et la religion. Ça fait partie de ces grands clichés hérités, j'allais dire, d'une pensée un peu figée, orientaliste, qui ne correspond pas à la réalité des pays du monde musulman aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est il faut bien avoir ça en tête quand on parle des musulmans immigrés, qui sont ceux qui ont fait entrer la question de l'islam dans les débats politiques et culturels du monde européen, mais aussi du monde américain. Donc il faut bien comprendre que ces musulmans immigrés viennent de pays où l'islam est religion d'État ou religion de la majorité. Et c'est là où on est au cœur de l'incompréhension, parce que dans la plupart de ces pays, l'État n'a jamais renoncé à l'islam comme élément fondateur de la communauté nationale, y compris dans des pays dits laïques comme la Turquie. Et que ça donne une relation à la tradition islamique, une identification à l'islam de la part des musulmans qui ensuite émigrent vers l'Europe ou les États-Unis, qui est sans équivalent avec justement le processus de sécularisation ou le sécularisme que j'évoquais précédemment. Ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que l'installation en Europe ou aux États-Unis change ce rapport à la tradition islamique pour les musulmans. Et qu'il se produit en fait pour ces musulmans une sorte de
sortie de libération de la main de fer que les États musulmans détiennent aujourd'hui sur l'islam. Il y a une émancipation de l'islam en Europe et aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on appelle émancipation? Qu'est-ce qu'on appelle libération de la main de fer des États musulmans? Il y a plusieurs processus. Le premier processus que je ne décrirai pas ici, mais on peut en parler, c'est le processus de sécularisation des pratiques de l'islam au niveau individuel. Ça n'est pas incompatible avec la visibilité de l'islam en tant qu'institution dans les sociétés européennes et américaines. Mais sur le plan individuel, il se produit une sécularisation qui est souvent passe inaperçue parce qu'on est focalisé sur l'épouvantail de l'intégrisme. Mais c'est bien ça qui se passe. Ça veut dire que beaucoup de musulmans sont en train d'aménager, d'accommoder leur pratique de l'islam à la frontière qui est dominante, à la séparation qui est dominante entre public et privé dans chaque espace national. Donc ça n'est pas la même chose en Belgique, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, à New York ou à Los Angeles. Donc je n'insisterai pas sur ce point. Mon exposé portera plus précisément sur un deuxième aspect de cet processus d'émancipation de l'islam dans l'espace européen et américain, qui est la création d'institutions islamiques adaptées au contexte de sécularisation. Et en Europe, ça prend la forme peut-être un peu étonnante, mais pas trop finalement, de ce qu'on peut appeler les églises musulmanes en Europe. Je ne parle pas des mosquées, je parle de la création d'institutions représentatives de l'islam en Europe qui suivent le modèle dominant du rapport historique entre l'État et la religion majoritaire. Donc je vais expliquer ça. Processus complètement différent aux États-Unis, où on voit apparaître toute une série d'associations, de groupes de pression qui magnifient la religion civile américaine. Et on n'est pas du tout sur un principe de représentation de l'islam, puisque ça n'intéresse pas l'État laïque qu'est l'État américain. Et le troisième point que je présenterai aussi, c'est l'installation de l'islam dans l'espace européen comme un moment de crise de l'idéologie séculière. C'est-à-dire que d'un coup, le sécularisme est en crise parce que la vision positive et l'assertion idéologique que la sortie du religieux, c'est le progrès vers la modernité. Donc cette idéologie qui était en crise déjà auparavant est en complète déréliction maintenant avec l'installation de l'islam, puisqu'un certain nombre de musulmans viennent dire nous pouvons être croyants, pratiquants, bons citoyens européens et modernes. Et que ça crée beaucoup de problèmes et de questions. Et encore une fois, j'en dirai un mot autour de ce catalyseur qu'est l'affaire du foulard et qui vient résumer un peu cette crise de l'idéologie séculière. Alors, laissez-moi entrer... Oui. Laissez-moi juste dire quelques mots sur l'émergence des églises musulmanes européennes. Il est frappant de constater que partout en Europe, l'arrivée de l'islam a réouvert le dossier considéré comme classé des relations entre État et religion. Alors, comme je vous l'ai dit en introduction, la différenciation n'est pas la séparation entre l'État et les organisations religieuses. Le seul pays qui pratique une séparation sanctionnée par la loi de 1905 est la France. Tous les autres pays européens, bien évidemment, reconnaissent l'indépendance des organisations religieuses, reconnaissent et garantissent par des mécanismes juridiques la pratique de différents cultes et la liberté d'expression religieuse, mais on est loin en Europe de la séparation au sens laïque français du terme.
Hein. Le seul autre pays laïque de ce point de vue est les États-Unis, où en effet il y a une stricte séparation institutionnelle entre l'État et les religions organisées, ce qu'ils appellent aux États-Unis le mur, the wall, ce qui signifie qu'il ne peut pas y avoir ni de relations financières, ni de relations institutionnelles entre les religions et l'État. Donc, à part la France et les États-Unis, on verra que la France se positionne quand même bien dans un schéma culturel dominant en Europe. Tous les autres pays ont des modalités différentes de reconnaissance, de relations, y compris institutionnelles, avec les institutions religieuses. Et donc, l'islam est pris dans ces schémas dominants, politiques et culturels, et l'islam, ou plutôt les musulmans, sont en train d'adapter, d'aménager l'organisation de l'islam en fonction de ces différents schémas nationaux. Pour aller vite, je dirais qu'on peut distinguer d'abord un premier groupe de pays dans lesquels je mettrai la Belgique, l'Italie, l'Espagne, l'Autriche et aussi l'Allemagne, où il y a une reconnaissance juridique de toutes les religions par la puissance publique. Ça prend des modalités différentes, mais par exemple, la religion islamique en Autriche a été dotée d'une reconnaissance institutionnelle dès 1979. Parce qu'il y a un cadre juridique pour cela, de reconnaissance et de principes juridiques de relations entre l'État et les différentes religions organisées. De même, je passe très vite, hein, de même en Belgique, l'État belge reconnaît dès 1974 le culte musulman. Pourquoi ? Parce que ce genre de reconnaissance est facile dans des cas de figure où j'ai mis tous ces pays ensemble, où il y a un statut juridique reconnu pour les différentes organisations religieuses et que l'État peut subventionner certaines activités religieuses, l'État peut subventionner aux salariés les ministres du culte, donc tout cela facilite la reconnaissance de l'islam. Bien évidemment, il va y avoir des difficultés d'ordre politique. Dans ces cas-là, la difficulté d'institutionnalisation de l'islam n'est pas liée au cadre juridique. Et je voudrais, de ce point de vue, opposer par exemple l'Allemagne et l'Autriche. Avec le même cadre juridique, il y a une reconnaissance, une institution de représentation de l'islam en Autriche. Il n'y en a pas encore en Allemagne, pour la bonne et simple raison que la résistance est politique et culturelle et qu'elle n'est pas dans le droit et dans la relation juridique entre l'État et les religions. Donc, vous savez aussi que en 1998, il y a eu des élections en Belgique après un processus long et complexe qui n'est absolument pas fini puisque les péripéties s'enchaînent pour l'instance représentative de l'islam en Belgique, qui a vu la création d'un conseil exécutif des musulmans de Belgique, que ce conseil est en crise, on peut le dire depuis sa création, en raison du contrôle que l'État belge a mis en raison du contrôle de l'État belge sur ce conseil exécutif qui a discrédité son indépendance et sa capacité à gérer les affaires de l'islam dans le pays. Bon, on est en pleine crise. Là, il doit y avoir, je pense, des nouvelles élections cette année. Pour la mise en place d'un nouveau conseil, nous verrons ce qu'il en est. À l'opposé, par exemple, le processus d'institutionnalisation de l'islam en Espagne apparaît d'une rare simplicité et surtout d'une très grande rapidité. Parce que si vous pensez par exemple que la présence de l'islam dans la société, je parle post-immigré, je ne parle pas des rapports historiques de l'Espagne avec l'islam, je parle dans l'Europe d'après 1974. Dans ce contexte-là, c'est très récemment que l'Espagne s'est affirmée comme un pays d'immigration musulmane. Et c'est à partir des années 80 que l'islam est débattu comme un problème politique, un sujet politique et culturel dans la société espagnole. Or, si vous comparez avec la Belgique, par exemple, création d'une instance représentative en 1998, en Espagne, c'est 1992.
C'est la loi espagnole du 26 janvier 1992 qui reconnaît le culte musulman à travers la Commission islamique d'Espagne, qui regroupe donc la plupart des associations et fédérations musulmanes du pays. Encore une fois, le cadre juridique du statut des religions dans la société espagnole est une des raisons de cette rapidité, puisque pour qu'un accord intervienne entre l'État espagnol et une religion organisée, je vous rappelle qu'il faut 2 conditions préalables, que l'organisation religieuse soit inscrite au registre des organisations religieuses, donc il y a une liste avec un certain nombre de religions, des évangélistes en passant par la communauté juive, puis j'en oublie, et le deuxième critère, c'est définir un nombre d'adeptes qui prouvent son enracinement dans la société espagnole. Et la rapidité aussi avec laquelle, par exemple, l'accord a été conclu entre les différentes fédérations islamiques en Espagne et l'État est liée au fait de l'impulsion de la négociation portée par les convertis en Espagne, qui fait aussi un cas à part par rapport à la Belgique et par rapport à la France, j'y reviendrai, et qui prouve aussi l'enracinement de l'islam dans la société espagnole.